Ok. Aujourd'hui, victimologie. Et aide aux victimes. Sur la base du document victimologie aide aux victimes cours PDF, que vous avez donc sur l'ensemble de vos téléphones à région. La semaine prochaine, donc, géopolitique et initiation à l'antiterrorisme. Alors, la victimologie, pour moi, c'est une des matières phares. C'est vraiment l'un des deux piliers, finalement, de la criminologie. Il y a l'agressologie d'un côté, les agresseurs, la victimologie de l'autre, les victimes. Et on ne peut que s'intéresser aux sciences criminelles, aux sciences criminologiques en général, grâce à la victimologie. C'est peut-être même la cause la plus noble, qui est celle d'éviter la prévention criminelle d'une victime en amenant quelqu'un à ne pas agresser, à essayer de réconcilier, concilier, la médiation, tout ce qui empêchera le passage à l'acte, mais également donc d'une victime de ne pas rester seule dans son coin, de ne pas rester donc traumatisée, d'être prise en charge de manière ou d'une autre, afin qu'elle ne soit pas également victime de nouveau en raison de sa vulnérabilité. Le tableau général est là. Maintenant, il faut bien comprendre trois choses. Ce sont les trois piliers de notre introduction, si vous voulez bien. On a un regard, premier pilier, qui oppose agresseurs et victimes, notamment en France. En fait, c'est une vision juridique des choses. On essaye toujours de distinguer clairement celui, bien sûr, qui est passé à l'acte, qui est criminel, qui est l'infracteur, et qui est donc possiblement poursuivable au plan pénal, notamment. Pénal et civil, par exemple. C'est l'agresseur. C'est le grand méchant. Et puis de l'autre côté, au plan juridique, il y a celle forcément qui a été victime de l'agresseur. C'est la dissociation radicale et cartésienne et juridique de l'histoire. Et on peut bien sûr la comprendre, elle se justifie pleinement, encore une fois, au plan judiciaire. Ça n'appelle pas de grands commentaires si on en restait là. Le problème, c'est qu'en criminologie, on ne fait pas que du droit. En criminologie, on fait de la psychologie déjà. Et là, on va immédiatement dire, deuxième pilier de cette introduction, qu'une victime peut devenir agresseur, qu'un agresseur peut devenir victime, et qu'une victime et un agresseur peuvent, dans un même passage à l'acte, s'intervertir les rôles en temps réel. Imaginons par exemple la bagarre, tout bonnement, une rixe. Il y en a un qui provoque, va chier, connard, l'autre qui renvoie un coup de poing dans la figure, celui qui vient de recevoir le coup de poing dans la figure, riposte, même peut-être disproportionné, mais voilà, l'autre en vient à, bien sûr, à mener une escalade criminelle, et puis malheureusement il y en a un qui va mourir ou est dans un état comateux, handicapé à vie sur son lit d'hôpital. Qui est auteur, qui est criminel, qui est victime? Les deux criminels, les deux. C'est-à-dire que vous comprenez rapidement que c'est extrêmement difficile, même pour un magistrat aguerri, de trancher la question. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, de manière générale, on va, même en droit, beaucoup de magistrats que je connais, faire du 50-50. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, en fait, estimer que dans une rixe, une bagarre, il y a des victimes. En fait, il n'y a quasiment que des agresseurs. Un peu comme dans une manifestation, où on a un groupe d'individus qui agit, et malheureusement, dans la masse, il y a sans doute des casseurs, mais il y a aussi des gens qui étaient là simplement pour manifester, et puis il se trouve que dans le groupe où il y a les casseurs, vont être ramassés par la police tous les autres, et si on n'y prend pas garde, rapidement, dans la masse, eh bien, ils risquent, les petits agneaux, les petits moutons qui ne sont pas des loups, être pris pour des loups. Bon, donc il faut faire attention à ça, c'est la dynamique du crime, tout simplement.
hein, c'est reconstituer dans la réalité criminelle ce qui s'est vraiment passé et le rôle affecté intégralement à chacun dans une dimension donc très pragmatique. Et je répète, je ne connais pas une victime, exactement, je ne connais pas un agresseur qui n'ait pas été victime auparavant. Et je ne connais pas non plus un agresseur qui en viendrait finalement à recommencer et occasionner donc d'autres victimes dans des contextes où on se doit de poser la question où est la plus grande vulnérabilité des deux, etc. etc. Donc cette dynamique-là, j'insiste, n'est pas juridique, elle est psychologique, elle est empirique. Les faits vont nous montrer que vraiment les circonstances sont très particulières, parfois. Et je vais prendre deux, trois autres exemples, si vous voulez bien, c'est-à-dire, imaginons qu'on soit en terrorisme et qu'on ait bien sûr des individus qui viennent faire sauter des bombes en France comme ailleurs. On a rabâché cette histoire de vengeance. D'abord, dans les séries télévisées, Jean-Jacques Bauer, avec les drones qui, venant d'Amérique ou d'alliés, viennent bombarder donc des zones syriennes ou autres civiles, les fameuses victimes collatérales, et en viennent à concentrer les frustrations, les traumatismes sur certaines personnes ayant perdu leurs proches, pouvant, j'ai bien dit pouvant, pas forcément, mais pouvant prêter allégeance ensuite à des groupes radicaux, sectaires, terroristes ou autres, à cause desquels malheureusement donc, des attentats vont avoir lieu en France comme ailleurs. Et donc, où est l'agresseur? On va dire bien entendu, ceux qui commettent les attentats en France sont des terroristes, bien sûr. Au moment où ils commettent l'acte, c'est clair, il n'y a rien à dire. Mais, comme personne n'est né criminel et que personne ne commet en général un acte par l'opération d'un esprit direct, il y a toujours des causes. Et les causes, il faut les étudier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a souvent dit dans les maltraitances à enfants que dans les symptômes des traumatismes, il y avait l'agression. C'est très fort. D'un point de vue médical, aujourd'hui, très clairement donc, répertorié dans les facteurs ou les causes de l'agression, j'insiste, il y a la souffrance, la maltraitance à enfants. Et donc, la causalité entre j'ai été victime et je deviens agresseur est tout à fait reconnue aujourd'hui. Elle n'est pas forcément systématique, mais dans certains cas de figure, elle est effectivement réelle. C'est-à-dire que parce qu'on souffre trop dans certaines conditions, on en vient donc à décharger sa frustration, sa haine, sa colère contre quelqu'un, et donc on commet un passage à l'acte pour essayer d'extirper le mal, ou se décharger à cause du mal. Peu importe. Mais en tout cas, il y a une relation, un lien de causalité évident. Donc, je dis simplement que arrêter la qualification de terroriste au moment du passage à l'acte, c'est évidemment, encore une fois, une vision avant tout juridique, judiciaire, qui catégorise donc à un instant T un individu qui l'a réellement commis. Je n'ai rien à dire à cela. C'est de la criminologie empirique de base aussi. Mais il y a toujours des causes, il y a toujours des facteurs, il y a toujours une étiologie criminelle. Et quand on a le regard d'une vision globale de la cause, rien que cela, on ne peut pas considérer donc le terroriste uniquement comme un terroriste. On est obligé de remettre l'individu dans son contexte passé, et sans lui rechercher des circonstances atténuantes, ce n'est pas l'objet, on essaie simplement de comprendre comment et pourquoi il est devenu terroriste. Et si on va sur ce terrain-là, on s'aperçoit que dans 7, 8 cas, 9 cas sur 10, eh bien, il a été effectivement victime, il a été en mal d'existence divers,
Il est en carence affective ou d'estime grave, et il en vient effectivement à combler le vide par des alternatives différentes, mais qui sont toutes liées plus ou moins à la délinquance ou la criminalité lorsque c'est le cas. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Il faut bien comprendre qu'il y a une vision juridique qui s'arrête finalement à l'opposition auteur-victime, et puis il y a une vision criminologique, victimologique, psychologique aussi, et puis sociologique. Si on va sur le terrain de la sociologie, on ne peut pas nier qu'un environnement familial, un quartier, un contexte de guerre dans un pays, un contexte culturel de radicalisation, la manière dont les traditions se pérennisent aussi de famille en famille, de génération en génération, ne jouerait pas un rôle, ne contribuerait pas à ce qu'un individu en vienne à poursuivre une forme de délinquance. Je reviens quand même d'un pays où il y a des mariages précoces. Donc les mariages précoces, ça veut dire qu'il est admis dans les traditions et personne ne pourra s'y opposer juridiquement, parce que les traditions sont au moins aussi fortes que le droit là-bas, au mariage d'une fille qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans. Un type qui peut avoir 40, 50 ans, on s'en fout. Après, l'essentiel, c'est que la famille va dire oui, les traditions sont bien installées dans le lieu où ça se passe, et voilà, vous êtes finalement à pérenniser à cause de ces traditions, du point de vue européen et du mien donc en particulier, une violence à une femme, une violence sexuelle à une femme, un emprisonnement ou un encadrement psychologique par rapport à une femme. C'est tout. Voilà, elle n'a pas choisi de se marier véritablement, elle n'a pas la maturité ou même la finalisation de son corps et de sa liberté sexuelle aussi. Tout ça, ça fait partie effectivement de traditions qui pérennisent une forme de délinquance, pour ne pas dire de criminalité, qui ne dit pas son nom. Voilà, en tout cas c'est clairement mon avis, et je pense qu'il est partagé par un certain nombre. L'idée, enfin, troisième pilier, en introduction, c'est de se dire qu'il y a un mot-clé qui va revenir systématiquement dans notre discours, qui est, de trois mots-clés, mais le mot-clé principal, c'est vulnérabilité. Le deuxième mot-clé, ça va être facilitateur, facilité. Et le troisième mot-clé, qui va revenir très souvent, c'est comment dire, l'inconscient. Ouais. L'inconscient. Beaucoup de choses se jouent dans l'inconscient en victimologie. Hier, pas plus tard qu'hier, j'étais avec une personne au téléphone, donc une des étudiantes à distance, et cette personne me disait je ne sais pas pourquoi, mais j'attire toujours des gens. Pourtant, je pense que je ne suis pas méchant. Voilà, j'ai fait de la criminologie aussi pour comprendre pourquoi tout ça m'arrivait. Mais voilà, mon petit ami était un psychopathe, mon deuxième ami était un peu borderline, un peu à la limite, un peu comme ça, alternative et lunatique, changeant radicalement de comportement. Mon père, d'ailleurs, était un tyrannique à la maison, dirigeait ma vie. Ma mère était complètement passive, mais voilà, je me sens presque avoir des tendances homosexuelles aujourd'hui, disait-elle, parce que les hommes et moi, ça fait presque deux. Et j'attire encore dans la rue, je le sens bien, des regards qui pèsent sur moi, et ce sont des gens dont je perçois tout de suite qu'ils ont une vision assez vicieuse, ou pernicieuse, ou perverse sur moi, etc., etc. Évidemment que tout ça est inconscient. Voilà. On ne peut pas dire qu'en regardant une personne uniquement et objectivement sur son apparence, si c'était que du conscient, on en viendrait à systématiquement se concentrer sur ce type de vulnérabilité. C'est fou de dire ça. Oui. Et donc de ce fait, bonjour. C'est clair. Donc, trois mots-clés, j'écoute. Ah oui, tu vois, pendant tout le cours, ça va se passer comme ça. Vous pouvez bien écouter parce que sinon, je vais vous craquer, moi. Donc, premier mot-clé, c'est quoi? Vision juridique. La vision juridique, on la connaît tous.
agresseur d'un côté, victime de l'autre. C'est légitime en droit, en système juridique applicable et en vigueur. Deuxièmement, il y a une autre vision. Une vision donc plus criminologique, on va dire plus psychologique, pour faire plus simple. Qui est de se dire qu'un agresseur peut devenir victime, un victime peut devenir agresseur, donc finalement la distinction vole en éclats. Il n'y a plus d'un côté l'un et de l'autre un autre, c'est faux de dire ça. La réalité nous montre qu'il y a des causes en particulier qui viennent faire évoluer des situations d'un côté comme de l'autre. Ah, vous voyez, dans une famille, quelqu'un, surtout dans une famille, c'est vrai que dans une famille, c'est évident. Prenons encore une fois l'exemple d'Alexia Daval. Je vous mâche un petit peu le travail, en tout cas en introduction, peut-être des pistes sérieuses à entrevoir dans votre TD. Voilà une femme qui se marie donc avec un homme. Un homme qui se marie avec une femme. Il faut faire les choses réciproquement. Cette vision est évidemment sur le papier. Oui, c'est vraiment la vision juridique. C'est-à-dire, voilà, un homme et une femme se marient un jour à la mairie et peut-être à l'église. Ok, donc ils sont quelque part égaux en droit. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations en raison de cette communauté de vie contractée et reconnue par l'État français. C'est du droit. Et puis on découvre derrière ça qu'on a des personnalités déjà. C'est-à-dire qu'on a un homme qu'on découvre de ce que l'on sait aujourd'hui, mais on en découvrira encore davantage par la suite, et il y aura des jardins secrets des zones d'ombre, donc on ne connaîtra pas, mais en gros, voilà un individu très sensible. Voilà, très sensible. Je crois qu'on peut tous dire ça, c'est un individu qui vous manquait d'affection, sans aucun doute, avait besoin de cette affection, était prise en charge, en quelque sorte, par cette famille où le père de madame et la mère de madame étaient presque devenus ses parents. Vous me suivez? Et donc, on disait, voilà, il appelait cette femme maman. Et il appelait, donc, on voyait bien ce papa qui va sans cesse répéter, protéger. Je protégeais ce garçon. Déjà avant. Et même après, quand bien sûr, je le protégeais encore plus. Voilà. Donc on sent bien que quelque part, cette famille, c'est presque un refuge affectif. C'est un refuge. Mais c'est aussi la maison de l'affection, la maison de l'amour, hein, pour lui. Bon. Quelque chose comme ça, en tout cas. Hein. Voilà le contexte général, les premières tendances hein, que l'on peut peut-être dire. Madame, qu'est-ce qu'on découvre? Alors d'un côté, on entend, mais on ne sait pas si c'est vrai, mais simplement c'est juste pour vous montrer justement qu'on ne peut pas arrêter cette vision des choses à une apparence juridique et la limiter, la réduire à cela. On découvre que madame, d'un côté on entend qu'elle pourrait être un peu dirigiste, un peu forte personnalité, puis de l'autre, le père et la mère dire non, moi j'ai jamais vu comme ça, mon fils. J'ai jamais entendu donc qu'il y ait des soucis de couple ou des problèmes du genre. Alors qu'est-ce qui se passe hein? Quelle est la vérité? D'abord, la vérité, je pense qu'on la saura quasiment jamais au sens où à chaque couple, sa vie intime et ses secrets. C'est clair que vous ne pourrez jamais savoir ce qui se passait à l'intérieur d'un couple. Il n'y a que vraiment qui sont concernés par ça. Et donc, garde au jugement, au préjugement à l'emporte-pièce, aux rumeurs, aux apparences, non vraiment. C'est ce genre de choses qui doivent être prises avec beaucoup de précaution. Mais au-delà de ça, il y a quand même des parents qui connaissent bien leur fille et qui pourront dire elle était comme ça. Quand même. Il y a la sœur qui connaît bien sa sœur et qui donc pourra dire elle est comme ça. Il y a le mari qui, du temps où il était connu de tous comme étant un mari bien aimant, pour faire simple, dira elle était comme ça. Donc il y a toute une série de témoignages en tout cas qui peuvent correspondre, coïncider et apporter une certaine probance à un premier aperçu de cette personne. Mais qui était-elle vraiment? Quelle était sa réaction dans l'intimité? Parce qu'il y a la réaction sociale. Vous êtes par exemple là devant moi en classe, vous êtes tout gentil, plutôt
et sympathique comme tout, vous voyez, mais je ne sais pas ce que vous faites le samedi soir, je ne sais pas ce que vous faites quand vous êtes en Algérie, je ne sais pas ce que vous faites lorsque vous êtes avec votre petit copain ou avec d'autres amis, voilà, peut-être que vous faites la bringue à un point que j'imagine même pas, qu'il vaut mieux que je ne peux pas savoir. Bon, donc, oui, donc tout ça, on ne peut pas savoir. Il faut reconnaître qu'on est limité. Mais, c'est un téléphone, si deux personnes en viennent à des coups jusqu'à ce que mort s'en suive, avec étranglement, ça donc on l'a appris assez récemment, c'est qu'il y a bien des raisons. Voilà, il y a des causes. Et ces causes-là, voilà, elles appartiennent notamment à la psychologie humaine. Elles appartiennent à la personnalité de l'un et de l'autre, de l'interaction qui s'est jouée entre les deux. C'est peut-être aussi un contexte. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce que madame ne pouvait pas avoir d'enfants. On avait la grande difficulté à avoir des enfants. Mais la vérité aussi, c'est quand on entend la sœur, on s'aperçoit que, voilà, elle dit, elle était bien sûr angoissée comme n'importe qui, situation normale, répétera-t-elle 3 fois, voilà, de quelqu'un qui, bien sûr, aimerait avoir des enfants et qui a la plus grande difficulté pour l'instant à en avoir. Bien sûr que c'est angoissant, bien sûr que ça dérange, mais de là à mettre en péril son couple, on n'en parle pas vraiment. De là à ce qu'un homme, son mari, qui n'a jamais montré véritablement de violence apparente vis-à-vis des parents particuliers, ou en présence des parents, et il souligne, c'est quand même très intéressant, que cet homme est resté dans la maison familiale plus d'1 an avant qu'ils trouvent leur propre maison. Donc ils ont eu le temps quand même de partager des choses, hein, en vraie famille quelque part, hein, vous voyez, bon, et c'était tous, ils avaient tous plus de 25 ans, hein, si je puis dire, donc quand même. Donc on ne peut pas dire que, même si un jour, vous voyez, il y pu y avoir un énervement, un coup de gueule, etc., on l'aurait un peu su quand même, vous voyez, rien que parce que madame revient un peu énervée, ou parce que monsieur ne dit plus rien un jour, vous voyez, puis le lendemain ça va mieux, mais quand même ces petites choses-là de la vie courante, ils pourraient le remarquer. Même là, on n'a rien de très visible en tout cas. Des cas de témoignages qu'on a eus à l'occasion de ce reportage. Donc c'est juste pour dire que il se peut qu'il y a effectivement dans la vie des gens des traumatismes ou des cadavres dans le placard ou des ressentis ou des subjectivismes, voilà, qui appartiennent à chacun et qui font qu'à un moment donné, eh bien, cachés à l'orée du bois, peuvent se réveiller certaines choses qu'on aura du mal à comprendre. Voilà. Est-ce que c'est une pulsion ?